Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est l'espace économique qui est à la fois le plus normé et le moins protégé. Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici. Tout le système est à revoir. Mais il faut quelques propositions concrètes sur les produits importés de l'étranger qui viennent en concurrence déloyale avec nous, qui sont faits sur des cahiers des charges complètement différents des nôtres. Des salaires qui sont aussi plus faibles, c'est le vrai avec le Chili et avec le Kenya. On se livre à une concurrence déloyale, les accords de libre-échange avec le monde entier, qui aujourd'hui tuent à petit feu notre agriculture, comme ça a tué à petit feu notre industrie. Particulièrement décrié par les paysans français, la concurrence déloyale provenant des pays extra-communautaires est facilitée par les accords de libre-échange. De nouveau, dans le calendrier européen, les eurodéputés s'apprêtent à ratifier ce jeudi les accords commerciaux avec le Kenya et la Chili. Celui avec le Mercosur est loin d'être abandonné visiblement. Alors parlons vrai, est-ce que ce vote en plein salon de l'agriculture, c'est une provocation? Est-ce logique alors qu'on interdit à ceux qui ont de trop vieilles voitures d'aller rouler dans les centres-villes, qu'on fasse venir des produits de 10 000, 15 000, 20 000 km par bateau ou par avion? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que le libre-échange, c'est l'avenir pour l'agriculture comme pour le reste? Et à cette question, faut-il en finir avec le libre-échange dans l'agriculture? Vous dites oui à 93% sur Twitter. Et on souhaite la bienvenue à Patrick Souris qui est avec nous. Bonsoir Patrick Souris. Bonsoir. Vice-président de la Fédération nationale ovine et président de la section ovine d'Interbev. Merci d'être avec nous. Forcément, avant de revenir vers vous, on va faire un petit tour avec nos trois vraies voix. Philippe Bilger. Cher monsieur, vous n'aurez aucun mal à accoucher d'une montagne parce que vous aurez à me contredire tout à l'heure. Mais plus sérieusement, j'entends parler depuis plusieurs semaines de la part du monde agricole du caractère nocif des traités de libre-échange. Et j'ai bien compris que, par exemple, il était assez scandaleux de faire venir chez nous des produits qui étaient malsains et qui venaient d'ailleurs alors que les paysans français, par exemple, sont soumis à des règles que les autres ne respectent pas. Mais je n'ose pas croire que la France, tout de même, signe des traités sans y avoir parfois des avantages. Et ce que j'aimerais savoir de votre part, c'est si la France, dans ses traités, a des avantages ou si, en réalité, elle n'accepte que d'avoir des inconvénients pour signer ces traités-là. Gardez votre réponse, Patrick Souris. Voilà. Alors bien sûr, d'abord la France, elle a des avantages. La France, elle exporte 85 milliards d'euros, record absolu l'an dernier, de produits agricoles et agroalimentaires. Avec en tête les vins et spiritueux, bien sûr, si on les enlève de la balance commerciale. Les céréales aussi, on est bon en céréales, en viande bovine, en viande porcine, etc. Après, les avantages, il y en a, bien sûr. La France, elle exporte beaucoup. Mais en l'occurrence là, sur le Chili, c'est un peu, j'échange des terres rares comme le lithium, j'échange du cuivre, de l'hydrogène, dans des conditions en plus d'exploitation qui sont assez moyenâgeuses parfois avec les ouvriers, contre des kiwis qui sont pas d'ailleurs calibrés comme nous, contre des kiwis les fruits bien sûr, pas les oiseaux, il en reste quelques-uns en Nouvelle-Zélande. C'est drôle ça. Comme les kiwis, comme 9000 tonnes de viande bovine, je crois, 5000 tonnes, etc. C'est là que ça va pas. Et les agriculteurs se réveillent pas du jour au lendemain. Le CETA a donné lieu à des manifestations très fortes en 2019. Je vous rappelle que le CETA, le traité avec le Canada, juste, on a quand même oublié de dire que nous exportons aussi du bœuf vers le Canada. Hein. Ça, c'est la réalité. Mais en réalité, il y a des avantages, mais il faut pas arrêter avec le libre-échange. Il faut contrôler le libre-échange. C'est deux choses différentes. Christophe Laforgue. Je partage Françoise présidente. Hein. Je rejoins totalement ce qu'elle vient de dire. Goût, hein. Non, mais j'ai fait mes choix. Non, vous auriez jamais dû dire ça. Non, mais j'ai compris. Je pense qu'elle a raison sur ce thème de régulation de libre-échange. Aujourd'hui, où on a oublié déjà la colère des agriculteurs, mais on va la rappeler s'il faut. Il y a quand même des filières où est-ce qu'on continue à importer alors qu'on pourrait nous-mêmes pouvoir commercialiser en interne chez nous. Encore une fois, avec des coûts de production qui seraient raisonnés. Donc effectivement, le libre-échange, il faut le réguler, il ne faut pas le supprimer, mais il ne faut pas non plus. Il ne faut pas le subir. En fait, il faut pas exactement, Cécile. Du coup, c'est vous qui devenez présidente avec moi. Il ne faut pas subir le libre-échange. Le il faut mandat pouvoir le réaliser. aurait été court. Hein. Il aurait été très court. Patrick Souris. Oui, bien nous, ce que nous souhaitons, les acteurs de la filière, et particulièrement les éleveurs, c'est qu'il n'y ait pas de tromperie auprès du citoyen et du consommateur. On ne peut pas nous demander à la fois de courir le 100 mètres avec de plus en plus de boulets aux pieds et puis nous demander en même temps d'être sur le podium des bas prix. Ça, ce n'est pas possible.
Mais vous avez un bracelet alerte nos brebis en péril. Là, on parle du Kenya et du Chili aujourd'hui. Mais vous, les brebis, enfin toute la filière ovine, c'est surtout le traité qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande qui pose problème. On en est où aujourd'hui pour votre filière? Alors même aujourd'hui avec le Chili, il y a un contingent de 4000 tonnes sur les ovins, 4 millions de tonnes supplémentaires, 4000 tonnes supplémentaires dans ce traité qui viennent déjà renforcer les 12 000 tonnes qu'il y avait auparavant, quoi, hein. Donc c'est aussi cet effet cumulatif qui vient perturber les producteurs français. La Nouvelle-Zélande, 30 000 tonnes. On a échappé à 20 000 tonnes de l'Australie, mais jusqu'à quand? Oui. Puisque l'Australie a claqué la porte des négociations. Et ces produits-là ne sont pas du tout produits de la même manière que les nôtres. Quand je parle de tromperie auprès du consommateur, en termes de traçabilité, quand on parle d'agneau, il faut effectivement connaître un petit peu la vie de l'agneau, ce que l'on fait en France, c'est-à-dire que la traçabilité, elle est assurée de la naissance jusqu'à l'assiette du consommateur. Les produits d'importation, toutes ces informations-là, on ne les a pas. Mais moi, pardon François, je rebondis sur ce que disait Philippe Bilger dans ces contrats de libre-échange. Comment ne peut-on ne pas peser en fait dans ces contrats, dans ces négociations? Et c'est ça. Pourquoi les agriculteurs aujourd'hui qui sont sur le terrain n'arrivent pas à peser sur ces contrats? Il y a les avantages et les inconvénients des filières longues aussi, où à un moment donné on se fédère avec des volumes et des tonnages que nous petits producteurs on met dans le pot et qui après négocient un peu plus haut. Oui. Donc nous on subit encore une fois, si on doit subir le prix du café pour vendre notre filière ovine ou faire venir de l'autre bout du monde de l'agneau mangé parce qu'à un moment donné on veut du café à un prix, c'est là où c'est complètement encore une fois irréel, comme quand Poutine nous annonce qui va nous attaquer. On est en 2024 et on est encore en train de se poser la question de faire venir de la viande de l'autre bout du monde alors que dans les Pyrénées on ne peut pas se payer pour en vivre. C'est irréel, c'est tout simplement irréel. Il y a un vrai sujet qui va quand même se poser, mais j'attends Christophe là-dessus et Patrick Souris. C'est un sujet auquel on réfléchit tous depuis quelques années. C'est d'abord la disparité des agricultures. On se demande même s'il ne faudrait pas traiter à part l'agrochimie, c'est-à-dire les grands groupes comme Avril qui produisent du bioéthanol, qui sont complètement 20% des fermes françaises touchent 80% de la PAC. Il est là le sujet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce qu'on sort l'agriculture des traités internationaux? Ça aussi, c'est un véritable sujet. Est-ce qu'on fait de l'agriculture une denrée rare, une exception française qui ne rentre jamais dans le cadre des traités internationaux? Et nous ne faisons des traités internationaux que sur les domaines agricoles et agroalimentaires avec des échos, des résonances et des clauses miroirs. Est-ce que ça vous conviendrait? C'est là où on a besoin d'une lisibilité aussi, et ce que je parlais tout à l'heure de l'effet cumulatif des différents accords où on n'a pas suffisamment de recul enfin tout au moins les négociateurs, hein, et c'est ce que nous producteurs on demande, c'est-à-dire qu'on ait aussi une lisibilité sur les différents volumes qui au gré des différentes négociations viennent perturber les circuits français quelque part, hein. Derrière, ce que l'on souhaiterait également, c'est que il n'est pas question qu'il n'y ait pas d'échange, hein, c'est pas du tout le sujet. En fait, il faut qu'il y ait une information, juste, crédible et auprès du consommateur et du citoyen. Quand on parle de clause miroir, par exemple, quel est le consommateur ou le citoyen qui sait que l'agneau produit sur mon exploitation, il a 150 jours de vie, alors que un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande sous forme semi-réfrigérée, il a 150 jours de vie post-mortem, quoi. Oui. Donc, et par exemple, un bœuf qui est au Brésil, il a mangé 52 molécules supplémentaires que le bœuf français, alors que dans lesquels il y a des pesticides et qui sont interdites en Europe. Mais entre autres, après, le poids du bovin forcément augmente, fait diminuer le prix au kilo, et donc nous on se retrouve en concurrence avec une injustice des plus totales. Il n'y a pas d'opposition dans on fait meilleur là-bas, ou on fait meilleur ici, ou on fait du bio ou de conventionnel. C'est être rémunéré par rapport à son juste travail. C'est uniquement ça la base de l'agriculture pour nous Français aujourd'hui. Mais par exemple, comment fait-il que vous ne parveniez pas à le faire comprendre aux autorités françaises? C'est du bon sens, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi.
Est-ce que c'est la puissance des rapports internationaux? Mais tout à fait. Libéralisme, ça s'appelle. Et les mandats qui sont donnés aussi en termes de négociation à la Commission. Oui, c'est vraiment. Est-ce que je peux répondre peut-être à Philippe Bilger? Ça s'appelle. Il y a une ligne qui est suivie depuis des années. On n'a jamais changé le modèle. Libéralisme et productivisme. C'était nécessaire quand ça s'est créé parce qu'il fallait faire manger tout le monde en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que la PAC se fait. C'est la première politique européenne, la seule, le pilier, c'est la PAC. Parce qu'il faut faire manger tout le monde. On sort de la guerre, etc. Mais la réalité, c'est que ce productivisme et ce libéralisme, c'est les doctrines en réalité. C'est du darwinisme social. Les petits agriculteurs vont mourir et les gros se groupent pour devenir de plus en plus gros. Eh bien, c'est ce modèle-là qui nous amène dans le mur, en réalité. C'est ça l'idée. Pas complètement, parce que en fonction des territoires, malgré tout, il y a des spécificités d'exploitation. Enfin, pour l'élevage, en ce qui me concerne, on n'exploite pas de la même manière quand on est en montagne ou quand on est en zone de plaine. Voilà, il y a vraiment des spécificités. Et vous êtes d'accord sur le modèle productiviste? Je suis pas suropposé. Qu'est-ce que c'est une grosse exploitation? Qu'est-ce que c'est une petite exploitation? Je suis pas sur cette. La ferme des 1000 vaches, vous êtes d'accord, par exemple, vous? Mais la ferme des 1000 vaches, elle rassemble, si on le remène au nombre d'exploitants qui se sont rassemblés pour vivre dans de bonnes conditions et pouvoir bénéficier aussi de conditions de vie acceptables, prendre des vacances, prendre des week-ends. Voilà, rassembler des moyens pour que demain on parle aussi de bien-être de l'éleveur. Parce que cet élément-là, on l'oublie assez régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition et puis il y a une complémentarité des systèmes en fonction des territoires. Parce que les territoires on a cette chance en France d'avoir des territoires divers et variés sur lesquels toutes les agricultures sont permises. Mais quand même une chose importante, on parlait de la PAC qui est née après la guerre quand il fallait nourrir les Européens, alors qu'à l'époque c'était l'Argentine, le Canada ou les USA qui envoyaient des millions de tonnes de céréales vers l'Europe, qui avait été rayée de la carte par la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel, sachant qu'on est passé de la préférence communautaire au début de la PAC et maintenant on est passé au tout contraire, c'est-à-dire le libre-échange mondialisé? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de logiciel? Ah bah si, tout à fait. C'est aussi ce qu'on dit tout à l'heure. Hein. Ce que nous aussi, en producteurs, on demande. C'est-à-dire qu'il y ait une exception agriculturelle, comme on dit. Et puis que comment l'agriculture et un certain nombre de produits qui sont mis aussi en défiance puissent être classés produits sensibles. Moi j'ai une question pour Patrick et Christophe. Est-ce qu'au fond le responsable de tout cela, bon, il est de bon ton toujours de taper sur la commission, etc. Ce qui est vrai, il y a la part de responsabilité. Mais est-ce qu'au fond on tourne pas autour du pot? Est-ce que c'est pas la course folle au prix bas menée par la distribution? Je rappelle la grande distribution, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France cette année, 70 milliards pour l'agriculture. Est-ce que c'est pas cette course folle au prix bas finalement qui vous tue aussi? Je trouve que vous tapez pas assez sur la grande distribution en vérité. On en parlera après sur le sujet du Guillaume, on peut en parler. C'est l'intermédiaire qui nous fait très mal aujourd'hui, parce que la course au pouvoir d'achat, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter à manger et que vous voulez donner de l'agneau à vos enfants, vous allez prendre au prix bas. Et le prix bas, vous n'allez pas regarder si ça vient du Brésil ou si ça vient des Pyrénées. Vous allez acheter de l'agneau. Mais si demain, en plus, on triche sur les étiquettes, on vous met du bleu, blanc, rouge parce que ça vient de l'étranger et c'est transformé en France, donc on vous fait croire qu'en plus c'est français, et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous n'avez pas les moyens de le faire, vous allez quand même l'acheter. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'entre nous et les clients aujourd'hui, les consommateurs, il y a beaucoup trop d'intermédiaires, et quand ils sont seuls et qu'ils ont le monopole, leurs marges sont beaucoup trop hautes. Qu'on réfléchisse et qu'on parle, on parlera tout à l'heure, je suis éleveur de poules pondeuses en bio. Je vais vous donner le prix de départ de neuf en bio qui part de chez moi, et je vous donnerai l'arrivée dans un grand centre commercial. Donne-le-moi maintenant, moi ça m'intéresse. Ça part de 33 centimes et ça prend 60%, jusqu'à 60% de marge dans le magasin. Mais vous êtes obligé de passer par eux? Mais si vous voulez, à un moment donné, ce que dit Patrick, c'est qu'à un moment donné, il faut faire du volume. On n'est pas des ayatollahs, on n'est pas les derniers des Mohicans. On ne peut pas vivre constamment avec des revenus décents sur des petites productions. Il faut travailler sur des moyennes productions, pas forcément des très grosses, à moins qu'on veuille contractualiser pour se donner un peu de souffle. Mais à un moment donné, quand on se dit que nous, on veut nous faire baisser les prix et qu'en face, vous avez toujours le même prix dans le rayon, et qu'en face, en fait, entre les deux, on a grossi la marge de celui qui est entre nous, c'est ça qui n'est pas admis. C'est aussi pour ça que nous réclamons à ce que la loi Egalim qui devait
soit appliquée, qu'il y ait des contrôles, que la transparence des marges puisse être aussi affichée pour que derrière on soit sur une logique de rémunération. Mais c'est les distributeurs qui doivent faire plier les intermédiaires. En fait, c'est les distributeurs comme Lidl qui doivent faire plier. Je suis pas sûr, parce que la loi Egalim, il y en a une 3, il y a une 4 derrière. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut les faire contrôler les lois. Comment on se réveille là, 15 jours en se disant que maintenant on contrôle la loi, alors que la loi elle existe depuis combien de temps? On en parlait hier, par exemple, l'origine des viandes dans les restaurants et les cantines, c'est pas systématiquement. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je vous signale quand même que personne ne parle de la loi et le vice suprême en réalité. C'est la loi de modernisation économique, loi LME, prise et passée sous Nicolas Sarkozy en 2008, qui est toujours en vigueur. D'ailleurs, elle était tellement favorable à Michel-Édouard Leclerc qu'on l'avait renommée loi Michel-Édouard Leclerc, la LME. Et celle-là, elle existe encore. On en reparlera, bien entendu. Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle les manifestations aussi qui ont eu lieu ces dernières semaines, on demande à ce que la loi Egalim puisse être appliquée, que les contrôles puissent être appliqués, qu'on sache où disparaît la perte de la valeur ajoutée quelque part, pour rémunérer des producteurs sur leur coût de production à un moment donné. Allez-y, finissez juste votre phrase. À un moment donné, il faut créer de la valeur. Allez, merci beaucoup Patrick Souris d'avoir été avec nous, vice-président de la Fédération nationale ovine et président de la section ovine Interbev. Vous restez